Last but not least, Madame Ursula Gauthier du Nouvel Observateur note sur la répression des Ouïghours en Chine. Je ne sais pas comment ça se prononce. Les Ouïghours. Les Ouïghours. Ouïghours. C'est du turc. Oui, en français on prononce Ouïghours. Bien. Alors vous connaissez la règle qu'on n'a jamais respectée totalement. Oui. Je vais m'y tenir, Oui, je vais m'y pas trop tenir. long. 25 minutes, c'est ça? Oui. Bon. Tout d'abord, il faut que je vous dise que je ne suis pas une chercheuse, je suis journaliste. Et donc, ça, c'est un grand défaut. Hein. et donc, ce que je vais dire là ne ressemble pas à ce que vous avez entendu jusque-là. Il y a peut-être beaucoup de choses qui ne seront pas très académiques, très fondées sur des études longues, mais tout ce que je vais dire est fondé sur mon expérience. En tant que journaliste, j'ai été correspondante en Chine. Et auparavant, j'ai vécu 10 ans en Chine dans les années 80. Quand toi, tu y étais, moi, j'y étais aussi en 79, mais à Pékin. Et effectivement, j'ai pu voir à quel point c'était brutal. Le comportement partout dans les cercles publics était extrêmement brutal. C'était, et tout le monde l'expliquait par la révolution culturelle. 79, c'est genre 10 ans après, quoi. Et donc, les gens étaient encore dans cette période de brutalisation. Et là, je vais vous reparler de violence. Parce que c'est vrai que ce qu'a raconté Chloé, c'est une violence masquée. Parce que tout ça, réécrire l'histoire en imposant une certaine amnésie à toute une société, c'est de la violence. Hein. Mais là, ce dont je vais vous parler, c'est une violence ouverte. Enfin, pas si ouverte que ça, mais qu'on a découverte et qu'on a rendue publique. C'est la violence que subissent les Ouïghours. Mais avant eux, il y a eu une violence qui a été subie par les Tibétains et il y a énormément de violence qui est subie par les Chinois Han, c'est-à-dire la population de langue chinoise proprement dite. Ils ne sont pas à l'abri de la violence. Une violence spécifique qui vise les Ouïghours aujourd'hui, donc depuis 2017. Alors, je connais un peu la question parce que j'ai été plusieurs fois au Xinjiang. Je n'ai pas de carte, malheureusement. Il faut que vous imaginiez donc la Chine est dans sa partie la plus occidentale, une énorme province, grande comme 3 fois la France, avec environ, je crois, 25 millions d'habitants. Environ 10 millions, c'est des Ouïghours. Un peu moins, c'est des Han, c'est-à-dire des colons Han qui sont au fil du temps venus s'installer qui ont été encouragés à venir s'installer dans cette région. Et il y a toute une série d'autres populations minoritaires, entre guillemets. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au Xinjiang, c'est une violence absolument excessive, extrême, au point que, comme vous savez, à la Chambre des députés en France, à l'Assemblée nationale, on a voté une reconnaissance du génocide ouïghour. Nous l'avons voté ce printemps. Et dans énormément de parlements du monde, ce même vote a été fait. Alors, tout le monde discute, est-ce que c'est vraiment un génocide? C'est pas un génocide. Si on se fonde sur les termes de la Convention de 1948, c'est un génocide. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir des rivières de sang, des gens être massacrés, des corps entassés, comme on imagine la Shoah, comme ça s'est passé pendant la Shoah ou le génocide arménien. Donc, ce n'est pas de ce type-là. Mais c'est vraiment un projet d'éradication d'un peuple en tant que peuple. Hein, c'est celui des Ouïghours. Et ça correspond à la définition du génocide. Alors, quand moi, je suis allée la dernière fois au Xinjiang, et j'avais fait un reportage qui s'appelait « Voyage dans l'empire de la peur ». Et là, ce qu'on pouvait voir, c'était d'abord que tout le monde était terrorisé. C'était pas juste, disons, j'ai longtemps vécu en Chine, il y avait toujours des gens qui étaient un peu des dissidents, qui faisaient des réunions entre eux, qui devaient se cacher pour ne pas attirer l'attention, etc. C'était pas de cet ordre. C'était tout le monde, absolument tout le monde. Le contrôle était maximal et il y avait la capitale Urumqi, c'est la capitale du Xinjiang,
Urumqi, qui n'est pourtant pas une ville ouïghour à proprement parler, il y a un quartier ouïghour, un vieux quartier ouïghour, mais c'est une ville Han tout à fait normale. Mais même le fait que ce soit Han ne changeait pas les choses. À Urumqi, c'est vraiment la capitale de la vidéosurveillance. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de caméras, et il y a beaucoup de caméras en Chine en général, mais alors, franchement, à Urumqi, c'était extraordinaire. Les routes, toutes les rues étaient tous les 20 mètres, il y avait des arches qui les enjambaient, avec une barre sur laquelle étaient fixées des dizaines de caméras, je suppose de taille et de focales différentes, et qui suivaient les voitures. Donc il y avait pour les voitures la voie des deux roues, les trottoirs pour les piétons, et il y avait des caméras partout, et ils étaient photographiés, filmés devant et derrière. C'est-à-dire avant qu'ils arrivent devant le portique et une fois qu'ils étaient passés. Et la nuit, évidemment, il y a des flashs qui se déclenchent. Et la nuit, dans les rues de Urumqi, c'est un crépitement sans cesse de milliers de flashs qui s'allument au passage de quoi que ce soit dans les rues. Donc il y avait un niveau de surveillance qui était absolument démentiel. Quand même alors je ne vous raconte pas comment j'ai fait pour y aller, parce que c'était vraiment des trésors de ruse pour ne pas se faire repérer. Et d'ailleurs, 2 fois, j'ai été repérée par la police. Et ce qui est très bien, c'est que quand vous êtes repéré par la police, à l'époque, c'était en 2014, quand vous vous faisiez repérer par la police dans un petit bled, les flics n'ont rien de plus pressé que de vous dégager pour ne pas avoir à après rendre compte. Oui, il y avait cette journaliste étrangère qui était là, etc. Et donc, ils auraient des ennuis, ils devraient peut-être écrire des rapports et tout ça. Donc, ils vous dégagent. Et donc, j'avais pu repartir. Et à chaque fois que je parlais avec des gens, je prenais 1 milliard de précautions pour qu'on ne les retrouve pas. Parce que si on les retrouve, déjà en 2014, c'était très dangereux pour eux. Et j'ai pu recueillir un certain nombre de témoignages qui correspondent aux témoignages qui ont été recueillis par les ONG, par des journalistes de Radio Free Asia aux États-Unis, qui a une section en ouïghour, et qui peut, par téléphone, obtenir beaucoup d'informations en posant pour... les journalistes de Radio Free Asia, ils téléphonent en disant qu'ils sont... sous-préfet de telle région, ils ont besoin de savoir telle chose, et beaucoup de responsables locaux tombent dans le panneau et révèlent des détails. Donc on a su beaucoup de choses de cette façon-là. Mais ce qu'on a appris cette fois-là, c'est que localement, il pouvait y avoir, par exemple, et c'était un phénomène assez fréquent, localement, il y avait des heurts entre la population et les forces de l'ordre. Et donc, ça commençait très souvent de cette façon-là. Des femmes, un peu trop voilées pour le goût des autorités locales, se faisaient emmener au poste. Et au poste, on leur disait « Mais pourquoi vous êtes voilées? Mais c'est quoi ce truc ?» etc. Puis, elles restaient un peu trop longtemps. Alors, les maris s'inquiétaient, puis ils allaient au poste de police, et puis ils disaient « Mais libérez les femmes, etc. » Et là, il pouvait y avoir des bagarres entre les policiers et les maris, les frères, enfin, etc. Et là, arrivé au bout d'un moment, comme ce n'est pas un régime de la retenue et de la conciliation, donc il pouvait y avoir des individus tués ou sévèrement battus. Alors la population pouvait parfois se soulever, et donc elle pouvait vraiment agresser le poste de police, et elle pouvait avoir beaucoup de policiers tués. Et dans ce cas-là, ce qui se passait, c'est que les pouvoirs envoyaient la répression, la maréchaussée par hélicoptère de préférence, avec des mitrailleuses qui mitraillaient absolument tout le bled. Donc ce sont des événements qu'on a pu documenter et qui se sont passés dans différents endroits. Moi, j'étais allée voir pour un endroit particulier, un village particulier. Et j'ai pu recueillir 2 témoignages qui se croisaient dans la région autour. Mais en 2014,
l'image que j'en garde, c'est que c'est vraiment un pays sous une occupation militaire vraiment excessive, extrême. Et c'est très rapidement qu'ont commencé à apparaître ceux dont vous avez sans doute entendu parler, surtout si vous avez des enfants, parce que ce sont les enfants qui sont le plus passionnés par cette question, la question de ce que subissent les Ouïghours. Donc, on pense en 2016-2017 que les premiers camps de concentration ont commencé à être construits. Alors, quand on dit camps de concentration, c'est des bâtiments absolument monstrueux avec des miradors, avec triple rang de barbelés, avec police armée à tous les coins, etc. Et donc, comment j'y suis allée, ça n'existait pas encore. Mais on sentait cette montée du contrôle permanent, de la terreur permanente et de la surréaction au moindre problème, moindre accrochage local pour des raisons quelquefois stupides. Voilà. Et donc, et en 2017, aujourd'hui, on a maintenant une idée assez claire de ce qui s'est passé. En 2017, donc, il y a eu une politique qui a été décidée donc vers 2016-2015 de cesser de traiter les Ouïghours comme une population halogène, juste un peu remuante, mais de les criminaliser et donc de les considérer comme des terroristes, une population entière de terroristes, soit actifs, soit en puissance. Et pour éviter qu'ils deviennent des terroristes, même quand ils ne le sont pas, eh bien, il faut les réformer et par la rééducation. Donc là, on retrouve des vieilles recettes de la rééducation maoïste qui a eu lieu pendant la période maoïste. Puis plus récemment, la rééducation qui a été imposée à une secte qui s'appelle les Falun Gong, qui ont subi ce genre de choses. Et là, c'est à l'échelle de tout un peuple dans son berceau historique. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de documents qui ont fuité. Ce ne sont pas ce que je suis en train de vous dire, ce ne sont pas des supputations. Il y a beaucoup de documents, y compris officiels, qui ont fuité. On sait à peu près ce qui se passe, ce qui s'est passé. Il y a eu une évolution dans la politique chinoise. On peut retracer cette politique à Xi Jinping lui-même. C'est Xi Jinping lui-même qui a décidé de mettre fin à une période où, bon an, mal an, on pouvait s'entendre avec les élites locales, on pouvait essayer de les gagner, on pouvait essayer de leur donner des avantages éventuellement, par exemple des facilités pour entrer à l'université, des facilités de créer des petits business, etc. Et donc cette politique s'est achevée. Et on est passé à une politique de la massue où il faut, de toutes les façons possibles, extirper des Ouïghours leur identité culturelle, religieuse, linguistique, culinaire, enfin tout ce que vous voulez, ou d'habillement. Leur identité doit être extirpée d'eux totalement. Alors pourquoi on parle de génocide aussi ? Parce que ils ont fait des campagnes de stérilisation massive et ils ont fait parallèlement des campagnes où ils ont séparé les enfants des familles et ils les ont mis dans des sortes de jardins d'enfants mais en pension complète et où les enfants sont élevés absolument comme des petits-enfants Han. Ils ne parlent pas leur langue, ils apprennent le chinois, ils apprennent les chansons chinoises, ils fêtent le nouvel an chinois, ils mangent la cuisine chinoise. Voilà, une façon de faire de tous ces petits-enfants ouïghours des enfants chinois. Alors, encore une fois, je répète, il n'y a pas des rivières de sang. Mais il y a une violence absolument extraordinaire. Moi qui regarde tout ce qui sort dans les documents, etc., je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est une violence qui n'est pas de même nature physiquement, mais qui est d'une nature aussi totale que les violences commises à l'époque de Staline
les violences commises par Hitler, c'est de même nature. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que la Chine est extrêmement bonne à masquer les choses. Voilà. Elle a raconté que c'était c'était pas des camps de rééducation, c'était pas des camps de concentration, c'était des sortes de centres de rééducation où l'idée c'était de permettre aux populations locales d'apprendre le chinois, d'apprendre éventuellement un métier, de connaître la loi du pays de façon à être en conformité et pouvoir trouver plus facilement un travail. Évidemment, c'est complètement faux puisque les premières personnes qui ont été saisies et qui sont allées dans ces camps, ce sont des personnes hautement éduquées, qui parlaient extrêmement bien le chinois. On a pu les repérer. Il y a eu quelques photos qui sont sorties et on a pu repérer sur les photos qui sont sorties des gens. On peut mettre des noms sur les visages. Et ce sont des gens qui sont l'élite du peuple ouïghour. Et donc, comme dans le génocide arménien, ils ont commencé par saisir l'élite pour décapiter le peuple. Et après, donc, ce qu'on voit aujourd'hui, dans un deuxième ou un troisième temps, c'est qu'ils prennent les jeunes paysans ouïghours dans la partie sud du Xinjiang, qui est donc peuplée à 80-90% de Ouïghours, ils les prennent et ils les forcent à aller travailler dans des usines dans la Chine intérieure, c'est-à-dire même pas dans le Xinjiang. Donc ils doivent quitter leur pays et ils vivent dans des conditions où ils ne disposent d'aucune liberté. Ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas refuser de travailler pour ce patron et aller travailler pour un autre. Ils sont obligés d'avoir les fameux cours où on leur bourre le cerveau de la supériorité du système chinois, de la culture chinoise, de la langue chinoise, de la civilisation, de l'histoire chinoise et du Parti communiste chinois. Donc en réalité, ça se distingue, enfin c'est peut-être un peu moins pire, voilà, que ce qui se passe dans les camps de concentration. Donc en fait, ce que Xi Jinping a fait en Chine aujourd'hui, c'est qu'il a fait rentrer la Chine dans un cycle de violence absolument extraordinaire et qui ne s'arrête pas aux Ouïghours, puisque ce système de contrôle total donc, qui avait précédé ces enfermements, on l'a vu être mis en œuvre à Shanghai pendant la période de lockdown de confinement. Et à Shanghai, donc c'est pareil, là c'est notre anti-Covid, l'appli anti-Covid. Eux, l'appli anti-Covid contrôle absolument tous vos faits et gestes. Ils sont physiquement enfermés, ils ne peuvent absolument rien faire. Même s'ils n'ont pas à manger, eh bien, il faut qu'ils meurent de faim. Il y a eu beaucoup de cas où des gens sont morts de faim sans résister, et c'est comme ça qu'on est un bon Chinois. Donc, ce que je veux dire, c'est que la violence politique, aujourd'hui, est pratiquée à très grande échelle en Chine. Alors, pour toutes les personnes qui connaissent la Chine, qui ont vécu, elles savent qu'il y a toujours eu beaucoup de violence dans la façon de gérer les populations. Mais il y a aussi toujours eu du bargain, du donnant-donnant. C'est-à-dire quand il y a une manifestation quelque part pour une raison quelconque, les pouvoirs arrêtent les meneurs. Non, eux, évidemment, leur sort est très peu enviable, mais tous les autres reçoivent une certaine compensation pour ce qu'ils demandaient. Donc c'est une façon de décapiter tous les mouvements tout en achetant la paix sociale, entre guillemets. Mais il suffit d'être dans la contestation du système, dans une contestation réfléchie, pensée, construite, pour qu'une violence absolument terrifiante se déchaîne contre vous, même si vous êtes Han. Alors imaginez les populations dites minoritaires, enfin ce qu'en Chine on appelle les minorités nationales, qui peuplent tout le pourtour, toutes les régions frontalières, en commençant par le nord, l'ouest et le sud-ouest. Pour ce qui distingue ces régions-là par rapport aux régions centrales, disons chinoises, c'est que ce sont des régions à très haute valeur stratégique. Elles sont frontalières avec des régions avec lesquelles la Chine a des enjeux stratégiques, l'Inde pour le Tibet, l'ancienne URSS pour le Xinjiang.
Aujourd'hui, le Xinjiang a une valeur stratégique supplémentaire parce que toutes les fameuses routes de la soie qui sortent de Chine passent par la province du Xinjiang. Et donc, la province du Xinjiang doit être pacifiée à tout prix. Et il y a aussi, évidemment, le sous-sol de ces deux régions est extrêmement riche et représente une part, mais vraiment considérable, des ressources nationales chinoises. Et leur population peut aujourd'hui être aussi exploitée comme force de travail forcé, plus ou moins forcé. Et cette chose-là a été faite par un parti communiste qui a prétendu, au moment où ils sont arrivés au pouvoir, ils ont promis à tous les peuples minoritaires, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient issus donc, de l'Empire, c'était un empire multiethnique, donc tous ces peuples et leurs territoires, on leur a dit, Mao leur a dit, nous sommes contre l'impérialisme, nous sommes contre les fascistes, nous ne sommes pas racistes, nous ne vous considérons pas comme des races inférieures, mais nous vous invitons à appartenir à la Chine, et puis, si vous avez envie de sortir, vous allez pouvoir sortir. Évidemment, une promesse non tenue, et quasi dès le début de l'entrée en exercice de la République populaire de Chine, toutes les régions frontalières ont été soumises à une main de fer encore plus, si on peut dire, que les régions non-Han, puisque c'était des régions qui avaient des liens avec l'étranger beaucoup plus que les régions chinoises de l'intérieur. La violence est intrinsèque à ce régime. Il y a un historien qui s'appelle Franck Dicotter qui a écrit un certain nombre de livres, dont un qui m'a beaucoup frappé. Il a écrit sur la révolution culturelle, il a écrit sur le grand bond en avant. Le grand bond en avant, je vous rappelle, 40 millions de personnes mortes de faim suite à une politique de Mao et pas du tout à des conditions naturelles. 40 millions. Alors, la révolution culturelle, 2 millions, 3 millions, on ne sait pas. Mais ce que Dicotter a montré, c'était que même le moment où la République populaire s'est installée, elle a fait tremper toutes les populations Han ordinaires, elle les a fait tremper dans la violence de masse qui a à ce moment-là été donc déclenchée contre les bourgeois, les propriétaires terriens, entre guillemets, les personnes qui appartenaient à des classes sociales non conformes selon l'idéologie chinoise, et que l'idée, c'était que cette violence ne soit pas uniquement exercée par le pouvoir lui-même, mais par la population elle-même. Alors, dans le cas du Xinjiang, ce n'est plus la population, c'est l'État qui prend ça en charge, et la population, on lui cache ce qui se passe. Mais la violence a toujours été là depuis le début, et elle continuera si les choses continuent comme elles sont. Merci, merci. On savait que c'était une situation effrayante, donc vous nous le confirmez. Anne ? Oui, je pense que c'est aussi utile d'écouter le témoignage des journalistes parce que contrairement aux universitaires rats de bibliothèque que nous sommes, en fait, les journalistes, eux, ils vont sur le terrain, même en risquant leur peau. Hein. Là, Ursula, en fait, a failli le payer quand même très cher. Enfin, c'est cette excursion au Xinjiang. Moi, ce qui m'amuse toujours, parce qu'il faut bien rire un petit peu dans cette histoire, c'est que en fait, les caméras de surveillance s'appellent en anglais CCTV, qui désigne la télévision centrale chinoise, vous voyez. Donc, ça m'a toujours bien amusé. Et là, en fait, là aussi, pour résumer, Ursula a commencé par décrire une population terrorisée, mais terrorisée, en fait, par la lutte contre le terrorisme. D'accord ? Exactement. C'est bien ça, hein, la logique. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, et ça je crois que Ursula l'a très bien dit aussi, c'est que alors cette notion de camp de concentration en terrain chinois, elle n'a pas commencé en 2000, dans les années 2000. Hein. Elle a commencé dès
pratiquement en fait quelques années après l'instauration de la République populaire en 1949, c'est-à-dire dès les années 50, avec justement la campagne de répression contre tous les intellectuels qui avaient osé s'exprimer, exprimer des critiques au moment du mouvement des Sans-Fleurs. Mao, en fait, a encouragé à ce moment-là les intellectuels à s'exprimer, à mettre en avant leurs critiques, etc. Et ensuite, donc, le piège, la nasse s'est refermée sur eux. Et donc, beaucoup d'entre eux ont été envoyés dans des... En fait, c'était pas des camps, c'était en fait des... Enfin, si, c'était des camps de travail forcés en zone désertique, donc déjà dans le Grand Ouest. C'était pas le Xinjiang, mais c'était le Gansu, c'est-à-dire la province qui a tout juste avant d'arriver au Xinjiang. Et évidemment, beaucoup de ces gens sont morts de faim, des intellectuels qu'on livre à leurs propres moyens dans le désert. Voilà. Enfin, je signale à ce propos que le cinéaste chinois Wang Ping a fait un film qu'il faut absolument aller voir, qui s'appelle... Enfin bon, vous connaissez Wang Ping peut-être par ailleurs, vous avez vu peut-être À l'Ouest des rails, vous avez vu Les Trois Sœurs du Yunnan, vous avez vu d'autres films, mais là, vous avez un film qui s'appelle Les âmes mortes, et qui est en fait une enquête par justement en fait recherche de témoignages de rescapés de ces camps, qui sont maintenant âgés, mais il y en a quand même quelques-uns. Wang Ping est allé les recueillir leurs témoignages, et il est allé sur place en fait dans ces endroits on trouve encore des squelettes, des crânes de ces gens qui sont morts comme ça d'érédiction et de faim. Donc là, je pense que Ursula a raison de dire que cette brutalité, qui est une brutalité de type stalinien, on pourrait dire. Il ne faut quand même pas oublier que le Parti communiste chinois a pris pour modèle justement non seulement l'Union soviétique, mais plutôt le modèle stalinien. Tout à l'heure, François Guillemot nous parlait du Vietnam, et en fait, on a un effet en cascade comme ça, c'est-à-dire que l'Union soviétique a toujours considéré la Chine comme un petit frère, et la Chine considérait le Vietnam comme un petit frère. Vous voyez, donc là, il y a une espèce de cascade dans la hiérarchie, mais là, il ne faut jamais oublier que le régime communiste chinois prend comme modèle le modèle stalinien. Donc la brutalité, je pense qu'elle vient en particulier de là. Et d'une certaine façon, en fait, la présentation d'Ursula, et là vous me voyez venir avec mes gros sabots, mais on va quand même laisser la parole à la salle avant d'engager les discussions, mais ça nous ramène en fait à la toute première présentation de la journée de Mathieu Rey, à laquelle justement Ursula réagissait déjà ce matin, puisque en fait dans le Xinjiang, nous avons en fait exactement le schéma d'un ordre étatique surpuissant qui vient s'imposer donc sur un espace qui est à l'origine mobile. Alors, ce qu'on oublie de dire très souvent, parce que maintenant, on a vis-à-vis des Ouïghours la même commisération, comme disait Manon Nourtanous ce matin, la même commisération que pour les Ukrainiens. Bon, en oubliant que, en fait, ces populations sont les héritières elles-mêmes d'empires. L'empire ouïghour a été un empire extrêmement puissant, enfin, et là en fait on ne voit juste que les victimes de l'impérialisme chinois, mais enfin les Ouïghours qui se font écraser comme ça,
c'est exactement comme si on faisait subir ce sort aux Han eux-mêmes. Hein. Bon. Donc là, il faut aussi voir tous les aspects de la question et surtout, je pense que ça, c'est notre travail d'historien, de voir les choses un peu dans le long terme pour essayer de comprendre ce qui se passe vraiment, quoi. Bon, parce qu'on se dit, mais grand Dieu, oui, alors Ursula a fourni quelques explications. Certes, le Xinjiang, les pauvres, ils sont juste là, à l'entrée de la route de la soie. Hein, bon, ils n'ont pas de chance. Hein, bon, en plus, effectivement, bon, leur terres sont extrêmement riches en minerais, etc. Donc il y a ça. Mais il y a aussi le fait que ce que le régime chinois est en train de faire, de réaliser, c'est ce fameux processus, on parlait de processus ce matin, processus d'homogénéisation, qui est appelé par une logique justement d'État-nation. Alors là, vous avez justement cette ambiguïté à propos de la Chine actuelle, qui, au nom de sa gouvernance d'un État-nation, homogénéise à tout va, tout en se disant héritière justement d'un empire plurimillénaire, quoi. Donc il y a en fait dans cette réécriture de l'histoire il y a de multiples facettes. Hein. C'est pas simplement qu'on transforme le blanc en noir, etc. C'est très très sélectif. Donc on choisit des morceaux d'histoire qui vous arrangent et on fait un espèce de patchwork comme ça. Hein. Voilà, bon, je m'arrête parce que sinon on est encore là demain. Joseph Staline disait que l'homme est le capital le plus précieux. Oui. On voit comment il utilisait le dit capital. Voilà. C'est ça.